Apple propose aujourd'hui deux portables d'entrée de gamme radicalement différents. D'un côté, le MacBook Neo, le petit nouveau, compact, coloré, audacieux, une puce d'iPhone, seulement 8 Go de RAM et presque deux fois moins cher qu'un MacBook Air. De l'autre, le MacBook Air M5, c'est la valeur sûre, désormais doté de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, et ce, sans surcoût. Dès lors, lequel choisir? Le Neo est-il un vrai Mac ou montre-t-il vite ses limites? Le MacBook Air M5 justifie-t-il son écart de prix? Peut-on monter des vidéos, jouer, travailler en mobilité avec ces deux portables? Et surtout, si vous deviez sortir la carte bleue aujourd'hui, lequel prendriez-vous? Débat! Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Comme toujours, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez à nous soutenir. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur Apple Podcast et bien sûr à rejoindre le club ORLM, la version premium de l'émission avec accès anticipé et coulisses. On croyait ne pas pouvoir vous retrouver cette semaine. Ça a été une semaine et un week-end particulièrement compliqué pour les équipes de ORLM puisque nous avons été ni plus ni moins été bannis de YouTube en fin de semaine dernière. C'était le cas de On refait le Mac, mais également de notre petite sœur, la chaîne On refait la F1. Évidemment, c'était un piratage et une action qui cherchait à nous nuire, bien entendu. Et merci aux équipes de Google et de YouTube qui nous ont permis de revenir si rapidement. Alors, ça a causé pas mal de difficultés puisque pendant plusieurs jours, nos programmes n'étaient plus disponibles. 17 années de programme pour On refait le Mac. Et puis, ça va vous provoquer quelques désagréments car en gros, après chaque cambriolage, c'est un peu le désordre. Donc, nos chaînes sont un petit peu en bordel, dirons-nous. Donc, il faut classer les vidéos, refaire les playlists, changer les thumbnails, activer la monétisation. Voilà, n'hésitez pas à bien vérifier de votre côté que si vous êtes abonné à la chaîne On refait le Mac ou encore On refait la F1, que votre abonnement est bien actif et également pour la petite cloche. Et n'oubliez pas le petit pouce. Bienvenue ici dans notre studio virtuel, ici au Village Bassia, un studio virtuel, un studio télé que nous mettons à votre disposition. Si vous êtes un créateur de contenu ou une entreprise pour filmer vos interviews, vos webinaires ou encore vos podcasts, nous vous proposons également un second studio installé au cœur de Paris, juste en face de celui-ci, toujours au Village Bassia, dans le 8e arrondissement. Si vous recherchez un studio à l'ambiance plus feutrée tout en bénéficiant du savoir-faire de notre équipe de production, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. contact@onrefaitlemacom. Avec comme invité en plateau cette semaine à mes côtés, et il m'a beaucoup aidé durant toute cette semaine, tout ce week-end pour reconstruire la chaîne YouTube, Monsieur Stéphane Zibi. Salut Stéphane. Bon, et merci du coup de main. C'est pas un coup de main, je pense que c'est un bien collectif et voilà, c'est normal qu'on mette tous la main dans le cambouis. Moi j'étais en total PLS. Moi fallait pas. J'ai vu votre chaîne, vos chaînes YouTube sont supprimées. J'étais voilà. Et moi je suis resté zen, ça va. Vous êtes resté zen. Bah voilà. À mes côtés également, Laurent Pantanach. Salut Laurent. Salut tout le monde, très content d'être là à nouveau. Soutenu moralement également durant tout le week-end et qui nous a envoyé plein d'ondes positives également. Christophe Degrave. Salut Christophe d'Underside. Hello tout le monde. Bah oui, effectivement, on a eu super peur par rapport aux chaînes, mais maintenant tout est à nouveau là et donc effectivement, comme tu le dis, il reste plus qu'à faire le ménage. C'était bien le Canada ? C'est parfait. Et il revient pas du Canada, mais il a bonne mine. Monsieur Didier Polikeni de Mac Forever, ça va Didier ? Mais oui, mais tu sais que j'ai pris le soleil à Berlin. Voilà, oui. J'étais avec notre ami Driss d'ailleurs, on testait des motos électriques et on a vu de la formule électrique. Donc j'ai pensé à vous aussi. Qui devient sympa, hein, ça commence à être un peu intéressant. Et puis, tiens, pour revenir sur ce que tu disais là, sur effectivement la dépendance à Google et au fait que, voilà, c'est vrai que on a des business maintenant qui, quel que soit ce qu'on fait, on est dépendant des GAFA en fait. Et surtout, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur, même pour des gens qui sont là depuis très longtemps, tu vois, qu'on fait grossir la plateforme. Et nous, on a le même problème avec une page Facebook qui s'est fait un peu censurer, qu'on n'arrive pas à récupérer, tu vois. On verra si Stéphane fait des miracles, mais en tout cas... Stéphane fait toujours des miracles. Non, mais des fois, on se sent un peu démuni et surtout, je trouve que vraiment, on sent aussi notre dépendance au service américain et...
peut-être qu'il serait temps de faire quelque chose là-dessus, quoi, parce qu'il y a beaucoup de business qui dépendent de ces plateformes, et c'est vrai qu'on est très fragile finalement. Hein. Si demain ils coupaient tout, on a quand même pas mal d'emplois en jeu avec tout ça, quoi. C'est assez flippant, effectivement, de se dire que, alors, évidemment, dès que j'ai vu le fait que les chaînes ont refait la F1 et ont refait le Mac étaient supprimées, j'ai contesté. Et vous recevez un mail de YouTube en disant mais non, on refuse votre contestation. Bah oui. Et je cherche le bouton pour, je sais pas, pour dire mais non, vous êtes vraiment sûr, vous ne pouvez pas contester. Ah, ok. Ah ben ça va se passer comme ça. Et là, effectivement, il a fallu qu'on trouve quelques moyens de moyenner. Donc c'était particulièrement stressant. Il y a pire dans la vie, hein, croyez-moi, mais c'est juste frustrant de se dire que tout le travail accumulé durant ces 17 années pour construire cette chaîne YouTube dont on refait le Mac, bien qu'on ait des canaux sur Apple Podcasts, on soit présent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, etc., il y a cette habitude de consommation et, qui fait que notre communauté est là et c'est difficile de trouver une alternative. Allez, on revient au sujet principal de cette émission. Vous avez promis depuis longtemps un face-à-face entre le MacBook Neo et le MacBook Air M5. Laurence, c'est l'objet de ce premier sondage. Pas de 1000 excuses aux abonnés VIP dont on refait le Mac cette semaine. On ne peut pas vous faire de live puisque, comme la chaîne a été bannie, il faut refaire des demandes de validation. Ça va nous prendre quelques jours. J'espère que ce sera en ligne pour la prochaine WDC. C'est dans un mois, ça devrait le faire. Laurent. Sondage numéro 1, MacBook Air M5 ou MacBook Neo, lequel gagne le match ? 59% sans hésiter choisissent le MacBook Air M5 et 41% choisissent le MacBook Neo pour son rapport qualité-prix imbattable. Effectivement, vous êtes de loin à préférer le MacBook Air, mais c'est vrai que le MacBook Air coûte presque 2 fois plus cher. Est-ce que le prix est justifié ? Justement, le match des prix, c'est l'objet de ce premier chapitre. Alors, commençons par l'essentiel. On l'a dit, les prix 699 € pour le MacBook Neo, c'est presque 2 fois moins cher. 500 € d'écart avec le MacBook Air. La version très de gamme en 13 pouces, 1199 €. Est-ce que cet écart vous semble justifié ? On vous a préparé une petite slide, effectivement, regardez. Alors, on va beaucoup s'appuyer sur Didier parce qu'il a publié un article sur ton site, Didier Mac Forever. Tu les as traînés pendant près de 3 semaines. Tu es parti en Chine avec ces 2 produits et tu es le mieux placé pour nous dire quel est le plus compétitif. Mais en termes de prix, c'est vrai que Apple a fait très fort avec le MacBook Neo. Hein, si tu veux commenter la slide. Oui, et en fait, moi, je pensais vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens. Alors évidemment, n'hésitez pas à mettre la slide en régie. Allez-y. T'as tous les jeunes et voilà, et il y a pas mal de gens qui vont le choisir en machine principale. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin d'une machine pour bouger. Donc j'ai besoin d'une machine pour travailler. Et je me suis dit, tiens, le Neo, c'est vraiment la machine idéale. C'est pas cher. Au pire, tu la renouvelles, tu vois, dans 2-3 ans, un petit peu plus souvent que le MacBook Air. Et en fait, du coup, j'ai emmené les deux en Chine. J'ai emmené le MacBook Air et le MacBook Neo. Et c'était rigolo de voir les limites de l'un et de l'autre, que ce soit, tu vois, dans les transports, par exemple, on va en parler après, mais le Neo est un petit peu plus compact, donc ça, c'est plutôt un point positif. Le fait qu'il soit pas très cher, tu crains moins de le sortir. Tu sais, dans les avions, dans les trains, même dans les universités, des fois, tu sais, les gens te donnent des petits coups dessus. Tu dis, bon, allez, au pire, j'ai abîmé un appareil quand même un petit peu moins cher, alors que les MacBook Air, quand ça commence à coûter 2000 €, des fois, tu hésites un petit peu. Et puis, après, effectivement, il y a toute la partie technique, c'est-à-dire, ça dépend ce que tu fais avec. Et c'est là, en fait, que on voit très vite les limites du Neo. Alors, je vais pas tout spoiler, mais en gros, c'est vrai que si tu as un usage un petit peu avancé, c'est-à-dire que, par exemple, tu as déjà des accessoires Thunderbolt, tu as des écrans Thunderbolt au bureau, que tu aimerais réutiliser par exemple du Thunderbolt, par exemple ça te bloque. Donc ça peut être assez frustrant où il y a quelqu'un qui a un SSD Thunderbolt qui veut te donner un fichier, tu peux pas, tu vois. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont un petit peu casse-pieds. Tu as des écrans 5K d'Apple, 6K, bah ça va pas bien marcher non plus puisque effectivement la machine est limitée. Mais exactement. Donc mais encore une fois, Thunderbolt c'est plutôt un usage avancé, 699 € si on veut nous remontrer cette slide, Stéphane. Regarde, effectivement la principale avancée pour le MacBook Air cette année, c'est ça y est, en termes de RAM et de SSD, Apple n'est plus chiche. Non, en fait, c'est presque l'histoire. Quand le Neo est sorti, j'ai pensé à... Il y a un mot qui était peut-être un peu fort, mais bon, pour moi, le mot, c'était un Apple un peu schizophrène. Ouais.
C'est la même semaine, la marque sort la machine la plus accessible de son histoire, 699 €, Pour un 599. portable, oui. Voilà. Et muscle en même temps, en parallèle, son MacBook Air, pour pas qu'il se fasse dévorer, quoi, d'une certaine Donc, manière. il monte en gamme, hein, le MacBook Voilà, Air. et donc en gros, on passe de 256 à 512, bon voilà, tu l'as vu dans la slide, et on passe à 16 Go de RAM, donc c'est vraiment quelque chose, parce que quand même, il faut se dire aussi les choses, c'est que depuis 1984, donc la sortie des premiers Mac, Apple vend le prix d'un Mac vend un Mac au prix d'un iPhone entrée de gamme, Oui. tu vois, C'est ça. et c'est l'iPhone qui fait tourner ce Mac. Pour la petite histoire, Son moteur, en tout cas. son moteur en tout cas, donc ça qui est un petit peu amusant. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vrai que j'ai presque, quand tu regardes, tu analyses les prix et tu dis, parce que si tu compares par rapport au M4, qui était à 1199 € également quand même, c'est ça qui était quand même En un peu... 256 Go. Donc en gros, Apple offre presque pour le même prix une puce M5, un 5, le Wi-Fi 7 et un SSD 2 fois plus d'espace. Oui, et puis on va voir qu'il est beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc déjà au niveau des prix, il y a des bons côtés de chaque côté de ces deux appareils en tout cas. L'augmentation du SSD, l'augmentation de la mémoire, Laurent, Didier, c'était quelque chose qu'on revendique depuis longtemps dans cette émission, même si Apple nous disait 8 Go, on le voit pour l'iPhone, 8 Go c'est suffisant pour macOS. Enfin 8 Go, s'il y a 8 Go sur le MacBook Neo, c'est pas pour des questions de macOS, c'est parce que c'est la mémoire de base de l'iPhone et de la puce qui l'embarque, hein, c'est ça. Oui, après, oui, tout à fait. Je peux pas dire mieux. Après, Apple a deux choses, hein. La première, c'est qu'ils sont un peu chiches en mémoire, hein, et ils ont Là, tendance c'est à... plus le cas. C'est Non, mais 8 Go 200 Ils sont 512. un peu chiches en mémoire de Ouais. façon générale, et ils ont tendance à vendre l'extension ou le changement un peu cher. Ok. Que du champagne. Alors sur le Neo, il n'y a pas beaucoup de choix, hein, donc on n'a pas la possibilité de beaucoup choisir. Mais c'était une constante dans l'histoire des machines passées. Il y a l'arrivée quand même d'Apple Intelligence qui va consommer un peu plus. Donc de faire des machines où il y aurait trop peu de... On ne sait pas si finalement c'est pour faire tourner Apple Intelligence ou si c'est parce que la puce était conçue comme ça qu'il y a ça. Voilà, on verra. Le temps nous le Didier, dira. pour conclure sur les prix, moi je suis vraiment toujours très agréablement surpris de la politique très agressive d'Apple sur le MacBook Neo. Ça me met personnellement en joie, hein. Ça fait tellement d'années qu'on souhaitait une machine d'entrée de gamme à un prix raisonnable. C'est pas un prix cassé, c'est un prix raisonnable. Et on sent peut-être qu'Apple a compris qu'ils avaient plus d'intérêt peut-être à pousser le MacBook Air vers le haut et arrêter d'être un peu chiche. Encore une fois, ces configs de base, on n'en pouvait plus depuis très longtemps et le prix des options était un peu exagéré. Oui, en fait, c'est un repositionnement assez logique finalement. Et presque, tu vois, là, ils nous mettent 16 Go et puis en fait, à ce prix-là, et maintenant, ce serait intéressant d'avoir 24. C'est-à-dire qu'avec tous les petits modèles d'IA qui tournent en local, tu vois que ça commence à être un petit peu juste. Là, j'en fais tourner pas mal maintenant. C'est sûr que tu veux mettre voilà, tes OpenCloud et tous ces trucs. 16 Go, tu vois, là, par exemple, la config, on va en parler après, mais les configs un peu sympas sur un MacBook Air, c'est plutôt 24 Go, 1 Tera maintenant. Mais c'est vrai qu'à ce prix-là, vu que le prix n'a pas augmenté et que finalement, voilà, il y a le Neo qui est apparu au milieu, on va pas se plaindre, tu vois, qu'il soit mis enfin à la page. Mais c'est vrai que à chaque fois, ils arrivent un petit peu en retard. Mais en fait, ça, c'est du pur Tim Cook. On va voir si ça change après. C'est pour te pousser à prendre la suivante à chaque fois. Mais on va dire que là, maintenant, au moins, tu as une config. Effectivement, hein. Disons que tu as une config qui te permet quand même de faire tourner, on va dire, à peu près ce qu'il faut sur cette machine sans être trop frustré. Juste un dernier point sur la mémoire, c'est vrai qu'il y a, enfin, on peut en reparler après, mais 8 Go, c'est vrai que le Mac s'en sort, mais il la compresse vachement. Enfin, ça utilise le SSD pour swapper, donc on le voit pas forcément comme ça, mais il y a quand même tout un tas de mécanismes qui se mettent en place parce que le système est un petit peu juste, et y compris sur le Neo. Donc voilà, c'est aujourd'hui un Mac avec 16 Go, ils les utilisent, hein, les 16 Go, il n'y a pas de souci, quoi. C'est clair. Bref, vous l'aurez compris que le premier argument et le meilleur argument pour le MacBook Neo, c'est son prix. Si vous n'avez pas, encore une fois, des besoins très très avancés ou super avancés, que vous n'avez pas de Thunderbolt par exemple, moi j'estime que c'est un excellent choix, mais n'allons pas très vite. On a 1 heure d'émission pour décider et formater ensemble quel serait le choix. On va poser la question à chacun d'entre nous et chacun d'entre vous. À la fin d'émission, après le prix, on s'intéresse au design de ces deux machines. Design, format et mobilité, qui l'emporte entre le MacBook Neo et le MacBook Air? On a ici les deux modèles. À l'extrémité gauche de Stéphane, vous avez le MacBook Neo en version
jaune pétante. Il va arriver, Stéphane, le voilà. Oui. En face de lui, c'est un MacBook Pro que tu as toi. Donc on voit déjà que les form factors sont assez proches. Et du côté de Laurent, vous avez deux MacBook Air, le 13 et le 15. C'est un argument pour le MacBook Air d'être en deux versions, mais le 15 est beaucoup plus cher. On le disait en préambule, Didier, on parle bien sûr de deux machines à emporter évidemment pour bouger. Tu les as d'ailleurs emmenés en Chine pendant 15 jours. Quel est ton verdict en termes de format? Tu as commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. Le MacBook Air qui est un peu plus important avec son écran un peu plus grand en 13,9 pouces. Hein. Oui, c'est ça. En fait, ils font le même poids. Donc, dans le sac, ça changera rien. Par contre, c'est vrai que, bon, moi, j'avais un 16 pouces, tu vois. Donc, maintenant, sur les tablettes de train, d'avion, ça devient vraiment limite. Ils sont vraiment trop gros. Mais donc, ce format, on va dire 13-14 pouces, il est quand même beaucoup plus adapté. Mais tu t'aperçois que le R, il est un peu plus gros. C'est-à-dire qu'il est presque maintenant à 14 pouces. Il a l'écran un petit peu plus large, comme ça. Et c'est vrai que quand tu les mets l'un sur l'autre, tu vois quand même qu'il y a une belle surface en plus sur le MacBook Air. Alors, c'est très bien pour l'écran. Tu vois, si tu veux faire du montage, de la photo et tout, c'est quand même cool. Mais c'est vrai qu'en termes de compacité, finalement, le Neo, il reste un petit peu plus intéressant. Ça se joue à pas grand-chose, mais des fois, voilà, c'est ce petit truc qui fait que tu es un petit peu plus à l'aise des fois quand tu n'as pas beaucoup d'espace. Je pense notamment à tous les étudiants, hein, des fois qui sont en amphi, qui ont des petites tablettes, là, tu sais, à l'ancienne. Là. Et c'est vrai que dessus, tu peux pas mettre un 16 pouces souvent. Moi, je m'attendais à ce que le Neo soit beaucoup plus épais que le MacBook Air. En fait, les différences sont assez minimes. Tu l'as dit, même poids, 1,23 kg et l'épaisseur, 1,27 pour le Neo centimètres contre 1,13. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et en termes de qualité de fabrication, Laurent, Stéphane, on a vraiment été agréablement surpris. Ça n'est en rien un ordinateur au rabais. Et il est même difficile de percevoir la différence entre un MacBook Neo et un MacBook Air de ce point de vue. Surtout, on est sur de qualité de fabrication. On est sur vraiment une gamme. Je ne sais pas si tu te souviens, on l'a souvent dit. Par le passé, tu te rappelles, à l'époque des MacBook et des MacBook Pro, il y en avait un qui était de conception métallique. Alors c'était l'époque où il y avait des assemblages avec des vis, mais il y en a un qui était en alu et l'autre était en plastique. Il y avait une différenciation assez évidente. Tu prenais le truc, il bougeait, il pliait. Là, tu as vraiment la même. Et quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas, ça serait le même ordi. Il ferait pas de différence entre un Pro, un R, et il te dirait oui, il est un peu plus gros, il est peut-être un peu plus grand, mais c'est la seule différence qu'il ferait. En termes de design, Stéphane, il semblerait que Apple privilégie plutôt la sobriété pour le MacBook Air, c'est ça? Oui, en fait, le vrai sujet, c'est le clavier non rétroéclairé du Neo, parce que c'est le détail qui révèle un peu la différence de stratégie qui pourrait éventuellement... entre les deux, c'est ça? Ouais, entre les deux, qui pourrait montrer que Apple n'a pas voulu cannibaliser le MacBook Air, mais aussi, c'est aussi un petit détail quand même qui condamne un peu le Neo en mode professionnel, parce qu'on a toujours besoin un peu d'avoir ce clavier rétro-éclairé, mais en mobilité, le rétro-éclairage, c'est quand même quelque chose de vraiment important, quoi. Tu le confirmes, Didier, dans l'avion, ça t'a vraiment gêné, malgré que sur le modèle, Stéphane va nous le montrer, du MacBook Neo qu'il a à côté de lui, le clavier est blanc. Alors, on dit le blanc, ça réfléchit un peu la lumière, mais dans la pénombre, je vous souhaite bien du plaisir. Hein. En fait, comme il est effectivement il est lié à la couleur de l'ordi, c'est sûr qu'il vaut mieux prendre le jaune en fait, qui a un clavier plus clair. Donc lui, il est un peu moins gênant. Après, si tu connais tes touches, c'est pas si gênant que ça. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un clavier sans rétroéclairage, donc c'est sûr que on n'est plus habitué, quoi. Mais est-ce qu'on regarde vraiment encore ces touches, tu vois, à part les jeunes peut-être qui n'ont pas fait d'ordi sur le téléphone. Cher Didier. Non, mais il y en a beaucoup, je sais. Mais je sais que pour les gens comme nous, par exemple, c'est pas spécialement oui, un bien problème. sûr, mais bon. Pas de Touch ID, moi j'ai trouvé ça vraiment aussi, Didier. Premier prix. Sur le premier prix. Sur le premier prix, parce que nous on a choisi de tester la version d'entrée de gamme en 256 et sans Touch ID, et c'est vraiment un retour en arrière, sauf si on a une Apple Watch qui permet de déverrouiller, mais taper son mot de passe, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié. Hein. Sauf si tu enlèves un peu de sécurité et que tu déverrouilles ton trousseau. Ouais, moi j'ai fait ça, et en fait, franchement, une fois que tu as déverrouillé ton Mac, si tu fais attention de bien le reverrouiller quand tu l'utilises pas ou de le fermer, avant on avait ça, hein, franchement, pendant des années, donc c'est pas si dramatique non plus, mais c'est vrai qu'il faut faire juste un peu attention aux gens qui sont autour de toi. Mais... Est-ce que tu as perçu des différences au niveau du trackpad? On sait que depuis des années sur les MacBook Pro, les MacBook Air, on a un trackpad tactile, hein, donc c'est pas un bouton mécanique, c'est un bouton mécanique qui est de retour sur le Neo. Est-ce que ça t'a perturbé? Moi, au départ, c'est vrai que ça demande un petit formatage et un petit rééquilibrage de l'action, hein, on en prend vite l'habitude.
Bah, moi, en fait, je trouve que vraiment le toucher et tout, c'est pratiquement pareil, hein. Même c'est marrant, enfin, de cliquer vraiment, tu sais, il est éteint, tu peux cliquer quand même. Mais non, le seul truc qui m'a un peu embêté, c'est que dans les transports, moi, je trouve que le bruit est trop fort par rapport au clic qui est simulé. Alors, et tu peux toujours mettre taper. Moi, j'ai mis taper pour cliquer. Donc voilà. Ah, Mais je des fois, il y a des gens qui aiment déteste, pas je trop ce truc-là. déteste, Bah voilà, tu vois. je déteste. Est-ce que Christophe est parmi nous? Parce que je ne l'entends pas, donc je me demande s'il est toujours là. Sinon, je l'oublie. Oui, Christophe, moi je suis là en fait, Olivier. Ah. J'attends sagement que tu me Excuse-moi, je passes te la voyais parole. plus, donc j'imaginais qu'il y avait un souci, donc tu es bien là. Ton sentiment justement par rapport au positionnement, par rapport au design, comme tu n'as pas pu t'exprimer là-dessus, je pensais qu'il y avait un souci technique, je ne t'ai pas donné la parole, pardon. Je ne te Pas voyais de pas. problème. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'arrivée de ce produit par rapport au MacBook Air, la compacité, le design, et puis également, Stéphane l'a souligné, l'absence de clavier rétroéclairé. J'ai vraiment été très étonné la première fois où je l'ai eu dans les mains par rapport à la qualité du Mac en lui-même, On est le d'accord. MacBook Neo. Et c'est vraiment pas un Mac bas de gamme en fait. C'est vraiment un Mac effectivement d'entrée de gamme, mais pas bas de gamme. Ça fait vraiment ça fait toute une différence. Et effectivement, quand tu utilises le trackpad, tu sens que c'est mécanique. Tu vois la différence. Tu cliques et tu le sens. C'est différent que par rapport à ce qu'on utilise en fait sur les autres MacBook de la gamme. Par contre, c'est un Mac en fait qui effectivement est très lisible en termes de clavier. Bah, c'est quand même assez original d'avoir cette couleur, tu vois, au niveau du clavier. Le fait qu'il soit pas rétroéclairé, moi, ça me dérange pas trop parce que vu les couleurs en règle générale en fait qui sont utilisées pour le clavier du Neo, l'écran, la luminosité du clavier en fait, de l'écran se reflète légèrement sur le clavier, donc tu vois quand même les touches en fait, même si tu es dans le noir. Donc franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est vrai qu'il est hyper compact, donc malgré tout assez sympa, même si on a déjà parlé de l'épaisseur, etc. Le poids est le même que celui du MacBook Air, mais il se glisse très facilement dans une pochette. Donc moi, j'apprécie vraiment cet ordinateur, même si j'aime beaucoup aussi le MacBook Air, qui se veut être une gamme supérieure, hein, ça c'est certain. Donc voilà, ouais, au niveau du design, franchement, pour moi, c'est un sans faute, en fait, vraiment. Tu as des premiers retours de gens autour de toi, de clients, beaucoup d'entreprises qui s'intéressent au MacBook Neo sur les plus, les moins par rapport au design. C'est aujourd'hui, c'est la machine qui emporte tous les suffrages aujourd'hui sur le Oui, terrain, Christophe? En termes de oui, design, de aujourd'hui, compacité, on ne parle pas de puissance, hein, non, pas au niveau de la puissance, mais et de aujourd'hui, rapport qualité-prix, dirons-nous. oui, c'est ça, au niveau du rapport qualité-prix, si tu veux. Les Mac qui étaient un petit peu en fin de vie, tu vois, dans une entreprise, tu changes vers les 4 ans, tu vois, Donc c'est quoi, dans les une MacBook entreprise. Pro M1 ou les MacBook Air M1, c'est ça? Voilà, les MacBook M1, M2 aujourd'hui sont. Les entreprises ont plutôt allé vers un Neo et vont les remplacer plus rapidement en se disant bah, c'est chouette, on a une alternative qui est peu onéreuse. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et puis après, il y a des métiers comme les métiers de vendeurs qui doivent se balader avec leur Mac un peu partout et même d'autres métiers qui sont purement administratifs. En fait, le MacBook Neo correspond parfaitement à la demande et franchement, il est très utilisé et même la batterie, on en parlera sans doute à un autre moment, mais tient vraiment bien la charge. Donc franchement, oui. Pour l'instant, c'est sans défaut. À voir évidemment comment ça va évoluer dans le temps. Si c'est un Mac qui va s'user plus vite, qui va se fatiguer plus vite, ça c'est l'avenir qui nous le dira, quoi. On me pointe du doigt justement les 8 gigas. Vous êtes nombreux à avoir réagi, mais encore une fois, on a tellement été perturbé cette semaine par cette histoire de YouTube qui ça a un peu compliqué la préparation de cette émission, donc on ne va pas mettre de réaction sur Twitter, mais ce qui revenait le plus sur vos questions cette semaine, c'était effectivement 8 gigas, 8 gigas, 8 gigas. Et moi, je trouve pas que c'est le problème que ça soit 8 gigas, mais sur la durée de vie, ce sera plus un problème. Moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est le SSD 256 Go, mais n'allons pas trop vite. Revenons avec Didier donc à l'usage quotidien depuis 3 semaines de ce MacBook Neo et de ce MacBook Air en situation de mobilité, un peu comme un étudiant ou un peu quelqu'un qui travaillerait en extérieur. Moi, il y avait un point qui m'inquiétait quand j'ai vu l'annonce du MacBook Neo, c'était son écran. On sait qu'historiquement, Didier, Apple a tendance à vouloir faire des économies sur les modèles entrée de gamme par rapport aux anciens modèles. Il n'y a pas si longtemps, les MacBook Air avaient une luminosité beaucoup moindre que les MacBook Pro. Et là, j'étais plutôt rassuré en ce qui concerne
l'écran du MacBook Neo et celui du MacBook Air, c'est les mêmes? Alors, c'est pas exactement les mêmes. Il y a des petites différences, notamment sur l'espace colorimétrique, mais honnêtement, enfin, je dirais que vu l'usage, c'est pas tellement un souci. Et comme tu dis, ce qui est important, c'est la luminosité. Alors, 500 nits, c'est pas ouf. Maintenant, tous les iPhones et tout, ils sont tous à 1000, 2000. Donc, c'est sûr qu'on aurait aimé peut-être quelque chose de plus intéressant. À l'extérieur, c'est toujours compliqué d'utiliser ces ordinateurs. Mais tu le mets à côté d'un MacBook Air, tu vois quasiment pas de différence. Donc, pour ça, c'est vraiment très cool. Et il n'y a pas l'encoche, quoi. L'encoche, moi, ça m'exaspère ce truc. Je sais pas pourquoi ils la conservent sur le MacBook Air, mais c'est vrai que c'est assez agréable. Donc finalement, tu profites aussi de toute la surface finalement. Et puis, on l'a dit en préambule, l'avantage du R, c'est qu'il se décline en une version 15 pouces, mais c'est plus du tout les mêmes tarifs. Mais c'est vrai que la version 15 pouces que j'ai là, elle est quand même beaucoup plus facile à transporter que le 16 pouces. Moi, j'en pouvais plus, hein. Pendant 2-3 ans, j'ai eu la chance d'avoir un 16 pouces, mais d'abord, c'était surdimensionné par rapport à mes besoins, et au-delà, en termes de poids, c'est un vrai Mac à emporter plus qu'un Mac portable. On l'a pas dit, mais il n'y a pas de True Tone aussi. Donc il n'y a C'est pas de vrai. capteur de luminosité ambiante. Et en fait, bon, moi j'aime pas ça parce que je fais de la photo, de la vidéo, j'ai pas envie que mes couleurs elles jaunissent le soir. Mais j'ai remarqué que si tu le branches sur un écran externe, voilà, qui a le True Tone, ben, il l'a. Donc si vraiment tu le veux, tu peux l'avoir quand même. Mais bon, pour moi, c'est pas du tout handicapant, quoi. Voilà, au terme de ces 2 premiers chapitres, moi, je donnerais plutôt un avantage au MacBook Neo en termes de design, en termes de couleur, en termes de fraîcheur, en termes de... Tu l'as dit tout à l'heure, si on le casse, ben, c'est pas si dramatique que ça, parce que d'abord, il est aussi beaucoup plus facilement réparable qu'un MacBook Air, on le dit pas assez, puisqu'il est à la norme de ce que demande l'Union européenne aujourd'hui en matière de réparabilité et d'accès aux composants, hein. Par exemple, la batterie n'est plus collée sur le MacBook Neo, voilà, des petites choses comme ça. Et puis, en termes d'aspect et de rapport qualité-prix, c'est juste incroyable qu'Apple ait réussi à faire ça. On y reviendra sur ce face-à-face dans le 4e chapitre, mais en attendant, place au busomètre. J'y suis arrivé. Le busomètre, ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever. Et comme chaque semaine, ou presque, nous retrouvons Didier Policani qui en a presque cassé sa voix. Oui, mais j'ai un peu la voix cassée parce que j'ai trop crié ce week-end en mangeant de la je veux pas currywurst savoir pourquoi. avec les Allemands. Allemand. Ah bah oui, écoute. On commence écoute, avec cette quoi, semaine- Didier, cette semaine? Bah, en fait, voilà, Apple arrive un peu après la guerre avec l'iPhone Fold, mais c'est vrai que bah, là, les rumeurs commencent un petit peu à sortir, hein. Maintenant, on a les plans détaillés de l'appareil. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que quand tu vas par exemple en Chine, on commence à avoir maintenant des appareils vraiment aboutis, avec la pliure, avec de la finesse, avec des capteurs photo. Et c'est vrai que voilà, on dit un peu ces dernières années, Apple traîne un peu la patte à adopter des technos, mais peut-être que sur ces appareils qui étaient quand même assez fragiles sur les premières générations, ben peut-être que c'est le bon moment. Donc on commence à voir des fichiers qui ont l'air d'être des fichiers finaux, en tout cas en général, ce qui fuite se confirme. Et on aurait notamment deux optiques, tu vois, derrière, donc qui seraient un petit peu moins puissants sur la partie photo que les iPhone 18 Pro, mais ils seraient quand même assez fins. Là, j'ai vu 9,2 mm d'épaisseur une fois replié, donc c'est même plus Les fin que iPhone ce que disaient les rumeurs, tu vois, c'est quand même pas mal. Et ouais, finalement, ça fait un iPhone Air plus un iPhone Air sans les capteurs, en gros, pour faire C'est une ça. image à peu près, quoi. Donc un format radicalement différent, Stéphane, de celui que tu portes à la main, avec un format plus carré, qui est plus proche d'un passeport, alors que toi, on le voyait beaucoup plus allongé. L'avantage, c'est que, vas-y, allume l'écran de l'autre côté, s'il te plaît, si tu as Oui. si tu n'as pas ta charmante compagne Non. dans la plus simple appareil, bien sûr. Voilà, là on voit, par exemple, si tu lances une vidéo là-dessus, si tu Je lances lance une vidéo, bien sûr. voilà, on verra que tu as des bords noirs assez importants en haut et en bas, alors que sur la version de ce qui constituerait l'iPhone Fold, ce serait plus un format d'un iPad mini en 4 tiers, et donc on voit pas très bien. Non, pas très bien. On n'aurait plus ces bords noirs qui ne servent pas à grand-chose sur ce format-là. Je trouve que le format, il est pas très juste. On verra si je pense que c'est surtout une bonne nouvelle pour Samsung qui va vraiment... Apple va évangéliser le marché, j'en suis persuadé. On n'est pas très encore... Oui. Ils en seront à la 8e itération quand même du Fold au mois de juillet. Et Apple viendra après donc la 8e. Oui, mais aujourd'hui, ce qui a marché, on voit bien que ça reste un marché de niche. C'est un marché de niche et je pense suis persuadé que si Apple en sort un, ça va sortir de sa niche. Voilà. Ouais, je sais même pas s'ils va en voir. sortiront un, mais bon, enfin bon. Oh, oui, moi j'en suis persuadé. On n'est pas d'accord sur le nom, hein, je crois, Didier. Il y a 2 noms possibles, hein, c'est ça?
L'iPhone Fold ou Ouais, mais l'iPhone alors ça. Ultra, hein, c'est ça? Ouais. Mais en fait, je pense que les noms, on les aura jamais parce que c'est le truc où maintenant ils écrivent des fois même plus sur le paquet, tu vois. Donc, Donc ils décident au dernier c'est- moment. Mais ouais, Fold, je c'est pense que copier Ouais, Samsung. je pense pas Ah, que ça ira Ce là-dessus. sera pas Fold et Ultra, bon. Date de sortie, donc aussi également, il y a une inconnue, ce soit Book, ils là, vont l'appeler. septembre, ou Apple, oui, l'iPhone Book, pourquoi pas, c'est bien vu. ou Ce serait l'iFold. ouais, le Fold Book. Soit septembre, soit carrément 2027, hein, c'est ça pour les 20 ans de l'iPhone. En fait, c'est marrant parce que apparemment Apple aurait un calendrier décalé cette année. Donc ils sortiraient pas tout en même temps. On n'aurait pas 5 iPhones. Puisqu'il y a encore, on va en parler après, il y a le R qui resterait. Donc bon, peut-être qu'il y aurait trop d'iPhone à la sortie, ou peut-être qu'ils ont aussi des problèmes de production, on ne sait pas. Hein. Faut lisser. Donc voilà, soit l'un en septembre et l'autre plutôt en début d'année prochaine. Moi, ça me Laurent, paraîtrait plus logique que le pliant arrive plutôt l'année prochaine, effectivement. ouais, un iPhone Ultra, si, je sais pas, il devrait s'appeler comme ça, avec une fois déplié un écran équivalent à un iPad mini et un iPadOS dessus et la possibilité d'avoir ces fenêtres flottantes. Ça commence à être sympa, moi je dis. Ouais, ça commence à rappeler quelque chose qui te tient à cœur. Oui, non, mais c'est pas un Mac dans la poche, mais il manque encore le clavier. Mais ça, on commence à comprendre pourquoi Apple a beaucoup insisté l'année dernière sur l'iPadOS Ben oui, qui se rapprochait. qui se rapprochait beaucoup. Et peut-être que c'est plus pour l'iPhone Fold que pour l'iPad. Assez de parler de l'iPhone Fold, on s'intéresse au Vision Pro, Didier. Oui, alors bon, c'est toujours une rumeur, mais Apple effectivement aurait un petit peu abandonné son Vision Pro, en tout cas aurait réaffecté les équipes. Donc on a déjà eu un peu, tu sais, la rumeur comme quoi ils arrêtaient le Oui, c'est casque. récurrent. Voilà, ils auraient. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas eu de version grand public, donc a priori celle-là est abandonnée. On a eu quand même une nouvelle version qui, voilà, était en préparation a priori depuis un petit moment, donc ils ont fini par la sortir, mais c'est vrai que je pense qu'elle s'est pas du tout bien vendue. Non. Et Apple aurait vendu que voilà, quelques centaines de milliers d'exemplaires. Enfin, les chiffres, bon, on les aura jamais. Mais C'est moins de c'est 50 clair 000 que. d'après ce que j'avais lu. Mais encore une fois, Oui, a c'est au priori, brouillon. c'est Hein Mais tu sais que l'air de rien, 40 nous, 000 c'est- sur le premier trimestre de cette année, a priori. Ouais, c'est ça. nous, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait notre ancien président. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a tout un tas de boîtes qui sont quand même spécialisées là-dedans pour du B2B Qu'il faut et faire qui autre sont, chose, elles, hein. très inquiètes. Ouais. Parce que, par exemple, les constructeurs automobiles ils l'utilisent énormément parce que c'est le meilleur casque du marché pour faire des simulations. Et je vois, il y a pas mal de boîtes qui font, tu sais, qui travaillent là. Il y a pas longtemps, on a eu des exemples de vidéos, etc. Et c'est vrai que c'était leur machine principale parce qu'apparemment, c'est quand même un bon outil de développement. Et c'est vrai que Apple, bon, ça n'a jamais été le champion du B2B. Donc, est-ce qu'ils vont garder un produit aussi cher et aussi coûteux à entretenir, à développer, juste pour du B2B un peu de niche? Mais n'empêche que même pour de la chirurgie, enfin, il y a pas mal d'applications, l'air de rien, où ça pourrait être utile. Donc peut-être qu'ils pourraient quand même le garder un peu, garder la techno, je sais pas. Tu vois, en attendant les lunettes qui l'intègrent. Christophe, c'est pas parce qu'ils vont sortir des lunettes qu'ils vont arrêter le Vision Pro. Hein. Bah, écoute, c'est un peu la question qu'on peut se poser, mais c'est vrai que je rebondis sur ce que Didier disait. Les entreprises, elles, utilisent le Vision Pro, c'est pas toutes, mais une partie des entreprises. Nous, on développe par exemple des logiciels de visualisation de données en 3 dimensions et c'est hyper utilisé, entre autres par le gouvernement belge, tu vois. Donc, c'est des choses qui demain ne verront plus le jour si jamais le Vision Pro disparaît. En tout cas, du côté de Apple, évidemment, il y a des alternatives, mais pas dans cette marque. C'est une ambulance. On aura la suite, sachant qu'il y a un double. Alors, c'est vrai que c'est une période un peu particulière avec la passation de pouvoir et l'arrivée de John Ternus. On nous dit que John Ternus n'est pas un chantre de Vision Pro. Il a quand même commencé sa carrière dans une entreprise qui faisait de la réalité virtuelle et des casques. Donc, je ne serai pas aussi affirmatif. On parle de l'iPhone Air 2, Didier. Oui, alors malgré les ventes qui ont l'air quand même pas terribles du premier, Apple aurait décidé quand même de continuer et de rajouter ce qui nous manquait à tous, c'est-à-dire un second capteur, je pense l'ultra grand angle. Donc voilà, il y aurait un petit peu évidemment un nouveau processeur, il irait un petit peu plus vite. On aurait aussi un Face ID plus compact, un système de refroidissement un petit peu meilleur et a priori une meilleure autonomie aussi, ce qui était un des défauts de cet appareil. Et c'est marrant parce que moi, tu vois, donc je suis allé en Chine donc cette année et j'ai vu beaucoup de copies d'iPhone Air chez Xiaomi, chez Huawei, etc. Mais par contre, ils étaient légèrement plus épais. Et ils avaient quand même plus de batterie. Ils avaient toujours au moins 2 capteurs. Donc c'est vrai que s'il y a un format fin un peu comme ça à avoir, il faut quand même qu'il ait le minimum vital aujourd'hui en 2026 pour un téléphone, quoi. Allez, on enchaîne avec le Mac Mini. Oui, alors là, il y a eu les résultats financiers donc d'Apple qui a surperformé. Et Ça, c'est ils en ont c'est parlé juste un après, petit peu. ça.
Oui, mais c'est un peu lié parce qu'en fait, Tim Cook a été interrogé sur le fait que le Mac Mini est un peu en rupture de stock parce que voilà, il n'a pas nommé OpenClaw, mais en gros, c'est parce que tout le monde installe OpenClaw dessus. Et aussi, c'est un petit peu lié à la crise de la RAM. Mais dernièrement, ils ont quand même supprimé l'entrée de gamme. Donc c'est bizarre parce qu'on se dit quand même, celui qui a le moins de RAM, le moins de SSD, il est supprimé. C'est un petit peu bizarre. Et du coup, le Mac Mini, maintenant, il est presque à 1000 € en entrée de gamme. Ce qui change complètement la donne parce que c'est plus du tout un Mac Mini pour switcher, quoi. C'est le prix d'une petite tour PC. Et alors, est-ce que c'est temporaire parce qu'il y a ces problèmes de mémoire? Est-ce qu'ils vont renouveler? Ils vont mettre par exemple un M5 entrée de gamme et puis, je sais pas, un M4 avec plus de mémoire? Je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ceux qui voulaient un Mac Mini pas très cher, vaut mieux acheter un Mac Neo là maintenant. Mais le Mac Mini avait quand même une puce assez puissante, donc c'est un peu dommage qu'ils aient droppé ça. Et surtout, en fait, ils nous donnent pas vraiment d'explication, quoi. Ouais, C'est quand même, c'est vraiment on dommage. sait pas s'il va revenir ou pas, quoi. Parce que c'était 599 €, hein, c'est ça le Mac Mini jusqu'à maintenant. Faut dire de bêtises aussi, 199, je sais plus. 599. Et tu en parlais à l'instant, un trimestre record à nouveau pour Apple. Bah oui, écoute, ils ont surperformé. En fait, c'est assez amusant parce que tout le monde n'attendait pas des chiffres aussi bons. C'est assez étonnant, mais c'est vraiment en fait, l'iPhone continue de driver Apple, ce qui est quand même assez incroyable. Alors, le Mac a fait que plus 6%, je crois, mais en fait, ça intègre pas non plus. Voilà, tu sais, il y a toujours un peu un trimestre de décalage quand même au moment des résultats financiers. Donc, je pense qu'on aura sur le suivant, on verra si le MacBook Neo a marché. Mais justement, c'est étonnant parce qu'on se dit, avec tous ces Mac Mini qui sont vendus, là, soi-disant, ça aurait dû booster un peu plus les ventes que ça. Donc voilà, l'iPhone surprend. Et c'est vrai que l'iPhone, notamment, il a bien remonté en Chine, où Apple vend. D'ailleurs, en Chine, tu vois, ça c'est pareil, quand tu vas sur place, tu te rends compte, en fait, ceux qui ont un peu d'argent, ils ont un iPhone. Et ça, c'est très clair. Et surtout, le fait d'avoir cette couleur orange, il y a énormément de concurrents qui ont sorti des modèles orange. C'est-à-dire qu'Apple a vraiment réussi son coup pour, sans vraiment chambouler les specs là-dedans, à vraiment pousser les gens à avoir un iPhone, parce que tu vois Comme à que t'as chaque le fois. nouvel iPhone, quoi. Trimestre record, Laurent, il y a une petite réaction encore une fois à cette surperformance au moment où Tim Cook annonce son prochain départ. Ouais, je recommande tout le monde d'aller voir l'émission qu'on a fait sur Tim Cook, où la conclusion est que même s'il n'a pas de, tu vois, c'est pas un personnage clinquant, c'est pas un personnage, tu vois, il a pas la superbe que pouvait avoir un Steve Jobs dans les Pas présentations, flamboyant. dans l'aura. Il n'est pas flamboyant. Économiquement, c'est un immense succès, son parcours. Et je pense que sortir sur, tu vois, des bons trimestres comme ça, c'est bien, quoi. Tu vois, il sort au sommet de sa gloire, quoi. Rien à ajouter, les amis? Rien à ajouter et j'ai hâte de voir 2027 avec le nouveau CEO. Avec John Ternus. Voilà. Merci Didier pour ce Buzzomètre. On te retrouve chaque semaine, bien sûr, dans On refait le Mac, mais également tous les jours sur Mac Forever. Allez, on enchaîne par un élément différenciant fort au sujet des MacBook Neo et des MacBook Air M5. Il s'agit bien sûr de la connectique. Allez, on va donner un petit peu la parole à Christophe parce qu'on n'a pas beaucoup entendu. La connectique, c'est vraiment un point majeur, et Didier a un petit peu spoilé tout à l'heure, qui permet de vraiment faire son choix et différencier les deux produits aujourd'hui entre un Neo et un Air. Mon cher Christophe. Oui, c'est là où le MacBook Neo se fait défaire face au MacBook Air, forcément. Le MacBook Neo qui est complètement dépourvu de port MagSafe, donc c'est impossible de pouvoir le recharger avec un adaptateur MagSafe. Ce qui, en dehors de la partie sécuritaire pour le Mac, quand tu te prends le pied dedans, effectivement, peut poser problème. À côté de ça, le fait d'avoir un port MagSafe sur certains Mac te permettait de récupérer les ports USB et de ne pas les utiliser pour la charge. Ici, tu es obligé de l'utiliser pour la charge, et ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage. Alors qu'effectivement, du côté MacBook Air, tu vas te retrouver avec deux ports encore libres quand tu recharges ton ordinateur, quoi. Et sachant que deux ports, Didier, on le sait, on le répète depuis l'annonce de ce MacBook Neo, c'est pas vraiment deux ports identiques, loin de là.
Oui, là par exemple, regarde, on fait une visio. Je suis à la maison, j'ai quand même, donc faut que je charge l'ordinateur parce que voilà, il n'était pas forcément chargé. J'ai besoin de brancher un micro, j'ai besoin de brancher l'entrée vidéo de la caméra qui nous filme. Donc en fait, en gros, j'ai besoin de 3 ports. Alors je peux mettre un dock et tout, ça va marcher. Mais par contre, tu vois, par exemple, bon, le micro il prend de l'USB 2, donc ça va. Mais là, sur le MacBook Neo, t'as que un USB-C à 10 gigabits, donc c'est les limites de la puce, hein, effectivement, et qui génère ça. Mais du coup, l'autre, il est en USB 2. Et l'USB 2, bah, ça va, ouais, pour le son, pour une souris. Mais par exemple, si tu veux faire entrer de la vidéo, si tu veux faire, je sais pas, monter un SSD et tout, c'est pas du tout assez. Et du coup, bah, en fait, t'as qu'un port sur cette machine, véritablement. T'en mets un autre pour la charge et c'est quasiment fini. Et ça, c'est vrai que enfin, évidemment, il y a les 3 quarts des gens, ils branchent pas forcément des trucs dessus, mais ne serait-ce que si tu veux brancher un SSD, bah, ça monopolise ton port. C'est-à-dire que tu peux plus brancher rien d'autre dessus, comme écran, comme quoi que ce soit. Ah, évidemment, tu peux quand même mettre un dock. Donc, bon, voilà, on va dire que c'est le minimum syndical, mais c'est pas très pratique, quoi. Et on ne sait toujours pas hein, si c'est une limite voulue nativement par Apple pour justement briser le MacBook Neo par rapport au reste de la gamme, ou c'est une limite due à l'architecture de l'iPhone. Hein. Ouais. De toute façon, dans ta puce, il n'y avait pas le Thunderbolt, il n'y a pas le contrôleur. Donc, est-ce qu'ils auraient pu le rajouter en plus? Sûrement. Mais je pense que ça aurait complexifié le truc. Et voilà, donc c'est sûr que pour eux, c'était beaucoup plus rentable de faire ça. Ma seule interrogation, c'est quand même assez bizarre, c'est de ne pas avoir mis le même port. Ils auraient pu mettre 10 gigabits sur les deux, bien partagés sûr. sur les 2 ports. Mm. Et ça, c'est vraiment très étonnant, quoi. Je ne sais pas quelle est la limitation technique de ça. Parce qu'au final, là, moi, il y a plein de fois où il te dit oui, mais changez le port parce que là, c'est pas le port rapide. Donc tu te retrouves à débrancher ton SSD, le démonter, le remettre. Enfin, moi, j'ai fait ça plein de fois parce qu'en plus, c'est pas très logique. Moi, je les aurais inversés, tu vois, mais bon, c'est comme ça, quoi. Précision concernant le Thunderbolt qui équipe le MacBook Air M5, c'est pas du Thunderbolt 5, hein, c'est l'ancienne génération, c'est ça? La norme des années 2000. 26 ans, 2000 c'est sorti l'USB. Ça. Non, on parle du Thunderbolt. Ah pardon, je parlais de l'USB 2, pardon. L'USB 2, oui, c'est 480 mégabits, c'est ça que tu veux dire. Voilà. L'USB 2 qui équipe Ça... le MacBook Neo remonte aux années 2000, c'est ça? Bah oui, donc c'est quand même dingue. C'est incompréhensible, effectivement. Non, mais c'est pour montrer qu'il y a une différence avec le MacBook Air, je comprends pas en fait. Ouais, non, mais surtout pourquoi ce choix? Je veux dire, mais je pense que la version 2 du MacBook Neo sera peut-être un élément de réponse. Alors, je le disais à l'instant, Didier, c'est pas vraiment du Thunderbolt 5 hein, qu'il y a dans cette version de MacBook Air. Non, bon, après, est-ce que c'est vraiment gênant ou pas? Bon, voilà, parce qu'il n'y a encore pas beaucoup d'accessoires Thunderbolt 5. C'est ce qui t'a le plus gêné, toi, hein, le Thunderbolt, l'absence de Thunderbolt sur le MacBook Neo. Oui, parce que en fait, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des docks Thunderbolt partout pour avoir de l'Ethernet 10 gigabits, par exemple, que j'avais des écrans Thunderbolt, que j'avais des SSD Thunderbolt. Alors, j'ai pas que ça, mais j'en ai. Donc, dès que tu veux les mettre, ils marchent pas. Donc, faut que tu ailles les copier sur un autre SSD et tout. En fait, pour les gens un peu comme nous, qui sont un peu geeks, et le Thunderbolt, ça date quand même d'il y a un petit moment. Hein, c'est pareil. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Mac sans Thunderbolt, donc on n'est plus trop habitués. Donc, ceux qui ont un peu investi en mode, oh, moi, je prends un dock, puis on verra. Le dock, il ne marche pas du tout. Vraiment. Et vos SSD, ils vont pas monter ceux qui sont juste Thunderbolt. Les écrans, ça va marcher parce que l'écran, en fait, la partie Thunderbolt, en fait, disons que les écrans sont gérés par la partie USB du Thunderbolt. C'est un sous-produit du Thunderbolt et du coup, vous allez avoir quand même l'affichage, mais des fois avec des débits en moins. Par exemple, l'USB-C là qu'on a ici, il gère que le DisplayPort avec une norme, voilà, un petit peu en dessous et du coup, on peut monter que des écrans 4K. Donc voilà, c'est un écran 5K, il sera en 4K, donc c'est un peu dommage. Bon, mais ça va marcher quand même, donc ça c'est le moindre mal. Mais c'est vrai que voilà, moi j'étais vite bloqué en fait, et je me suis dit bon, c'est un peu dommage cet ordinateur, il peut être branché un peu à rien quoi. Je peux même pas le brancher sur mon setup, tu vois, sur mon NAS, sur mon machin. Après le truc c'est que Didier n'est pas la cible par exemple. Exactement. Donc c'est vraiment l'exemple parfait. Parce que effectivement, Didier, c'est ton métier d'être dans de la tech. Tu as des accessoires qui limite coûtent plus cher que le Mac Neo. Et donc, on n'est pas du tout dans le cas de figure d'un utilisateur Neo. L'utilisateur Neo, c'est l'étudiant, c'est le commercial avec juste un écran 4K qui vient le brancher sur l'ordinateur. Donc, on n'est pas du tout sur le même cas d'usage. Mais en fait, par contre, ça pourrait être une deuxième machine quand même pour plein de gens, tu vois. C'est sûr. Pardon ? Je pense qu'il y a des gens qui voudraient quand même une deuxième machine et qui auraient aimé pas mettre trop cher, tu vois. Et justement, les power users, justement, ils sont un peu exclus de ce Mac, quoi. Mais il faut le savoir parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont l'acheter en mode ah c'est cool, il est pas trop cher tout ça. Puis en fait ah ouais mon SSD il marche pas, ah ouais mince mon dock que j'ai acheté il marche pas, ah mon adaptateur 10 gigabits il marche pas. Et voilà, bon en général les gens qui ont ça ils savent, mais bon. Et en matière de gestion, tu as parfaitement. Pardon Olivier, mais juste pour terminer le sujet, Didier a parfaitement raison, évidemment, comme d'habitude, je vais dire. Mais par contre, je pense que dans 90% des cas,
les utilisateurs vont être mono-machines. Ce sont des personnes qui ne vont avoir que le MacBook Neo et peut-être même pas d'écran extérieur, donc externe, pardon. Donc voilà, je ne pense pas vraiment que ce soit dérangeant, mais je comprends la frustration de notre ami Didier. Maintenant, en ce qui concerne la gestion des écrans externes, oui, malgré les limitations du MacBook Neo, on peut brancher un écran externe, tu l'as dit Didier, tu l'as dit Christophe, mais pas le même type d'écran, et on est limité dans les deux cas à un seul écran. On ne peut pas avoir deux écrans, comme aime bien avoir par exemple chez lui à la maison l'ami Laurent, les garçons. Oui, en fait, j'ai l'impression que sur le R, je pense que tu peux mettre deux écrans, non? Maintenant, oui. Depuis les dernières générations, ça fait Donc depuis c'est là, deux tu peux mettre générations. deux je crois. écrans sur le R. D'accord. Mhm. Donc, Oui, c'est ça. Donc, je pense que justement, le R n'a pas cette limitation et donc c'est un fameux avantage, entre guillemets, en fait, pour le MacBook Air par rapport au MacBook Neo. Mais effectivement, on en revient à ce qu'on disait. Est-ce qu'un utilisateur de MacBook Neo va mettre deux écrans, tu vois, externes, full 5K ou 6K, peu importe. Je ne suis pas certain, quoi. ok. Ouais, là, non, juste pour ajouter, je pense que ce que dit Christophe, il a raison. Depuis le début de l'émission, on compare deux machines. Malgré tout, C'est dans ce que nous demande de l'usage, faire. C'est non, la non, plus mais grosse demande qu'on a je aujourd'hui, sais, c'est mais MacBook Air ou non, MacBook mais Neo. Donc, on essaie d'y répondre. dans l'usage, pour moi, il y a des cas d'usage qui sont plutôt R, des cas d'usage qui sont plutôt Néo, et un peu de chevauchement. Et je trouve que le chevauchement, il n'est pas si important que ça. Non, ils ont Dans plus, l'usage, ouais, ils ils ont montent en réussi. gamme. Hein. Ils ont réussi à étaler la gamme. Tu vois, là, je fais une mission dans une entreprise où il y a 400 Mac. Et j'ai regardé la répartition des Mac. Au moment où on se parle, c'est 95% des R et 5% des Pro. On verra ce que ça donnera dans Et je un an ou pense, deux. j'ai demandé justement à la personne en charge, il m'a dit, on est en train de se, tu vois, ils sont en train de se questionner. Tu vois, le prochain renouvellement. Allez, là, on a triché un petit peu, hein, Didier, puisqu'on va aborder l'aspect performance pure et des benches. Normalement, le M5 devrait exploser la puce A18 du MacBook Neo, mais vous allez voir que le Neo n'a pas à rougir. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec toi, Didier. Côté CPU, le MacBook Air intègre donc la même puce que le MacBook Pro M5 qui est sorti juste avant la fin de l'année. Là où on l'a dit, le MacBook Neo fonctionne avec une puce d'iPhone A18 Pro. C'est la première fois hein, qu'un Mac est équipé d'une puce d'iPhone. Qu'est-ce que ça donnait des benches? On ne va pas non plus s'étaler pendant des heures autour des benches, mais on a fait les benches de base. Et après, on te demandera ton ressenti, parce que nous, on a fait le test avec Laurent, avec pas mal et Stéphane sur des applications au quotidien. Qu'est-ce que ça donne pour Geekbench concrètement? Bah, déjà dans Geekbench, alors en fait on a un avantage, c'est que on a quand même une génération plus récente par exemple qu'un M1. C'est-à-dire que globalement les puces, tu vois, en réactivité, ce qu'on appelle le monocœur, elles vont être quand même plus rapides. Donc en fait ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre si tu veux faire plein de choses en même temps, tu veux faire de la vidéo, tu veux faire un peu de photos avec des effets, etc. Donc tous les cœurs vont travailler, hein, il y a quand même pas mal de cœurs dans ces machines. Bah, là, ce sera plus lent qu'un M1. Donc là, ce sera un peu frustrant parce que tu te dis, le M1 est sorti en 2020 et là, t'achètes une machine de 2018, quoi. Un truc un petit peu comme ça. Donc c'est pas... encore une fois, ça fait longtemps, même tu prends un ordinateur d'il y a 10 ans, aujourd'hui, il est encore capable d'aller sur le web, il est encore capable de faire tout un tas de choses. Donc en fait, c'est pas si gênant pour l'usage sur lequel il se destine. Mais c'est vrai que voilà, il faut juste être conscient que c'est pas une puce. Tu prends un MacBook Air M1, bah voilà, tu auras à peu près les mêmes performances que ce MacBook Neo, ce qui est pas si mal finalement. Ouais, et on va pas forcément passer le stade du cinébench parce que ça va pas servir grand chose à la régie, mais tu as fait le test quand même sur le cinébench. Ce qui est intéressant dans ton test, Didier, c'est que tu t'es aperçu que ces machines étaient plus sensibles évidemment qu'un MacBook Pro au throttling, à savoir le fait de quand on sollicite longtemps, c'est-à-dire on demande un pic de puissance, elles répondent assez bien, que ce soit le R ou le Neo. Mais quand on a constamment un besoin de puissance, là, ça s'écroule parce qu'il n'y a pas de ventilateur hein, dans ces machines-là. Oui, alors c'est toujours pareil, c'est voilà, si tu fais des petites choses rapidement, ça va. Mais dès que tu vas faire un export d'une vidéo, si tu veux faire de la 3D, même tu vois, je sais pas, de la grosse compilation, si tu développes des jeux vidéo, faut le savoir, c'est des machines qui sont pas ventilées, donc elles vont chauffer assez vite. Et c'est vrai que même si tu avais la même puce avec ou sans ventilateur, tu peux avoir des performances qui sont qui ont un écart assez énorme. Donc je vois par exemple, il y a beaucoup de gens qui font de la musique, tu sais, avec Logic. Je vois, c'est cool hein, parce que voilà, tu as un MacBook Air, ça te suffit pour faire du Logic. Sauf que en fait, peut-être ton album il va tourner l'hiver par exemple et pas l'été, tu vois. C'est pas garanti en fait. Alors qu'avec un MacBook Pro,
t'es quasiment garanti, à moins d'être dans un truc où il fait 50 degrés, mais globalement, c'est vrai que c'est pas des bécanes fiables pour des projets comme ça, pour faire du temps réel, des trucs un peu costauds. Mais après, c'est peut-être pas la machine faite pour ça non plus. Mais c'est vrai que si tu te dis, tiens, je vais prendre un MacBook Air, parce que maintenant, il est quand même assez puissant, il a presque les perfs d'un MacBook Pro, bah, tu vas être un petit peu frustré. Et le MacBook Neo, bah, il souffre de ça, mais finalement, bon, tu vois, si tu mets pas de ventilateur, tu gagnes en finesse, tu gagnes en autonomie, enfin, il y a plein d'intérêts. Donc, c'est pas si grave. Par contre, c'est vrai on a testé ces machines en hiver. Donc, on n'a pas testé ça par 35 degrés dehors. Et je sais que les MacBook Air, quand il fait vraiment très chaud et que ça se refroidit pas, bah, il y a un moment, des fois, il rame vraiment, quoi. Tu le vois ramer, en fait. En gros, un MacBook Neo, c'est un MacBook Air M5 est jusqu'à 2 fois plus rapide en calcul pur, en CPU pur en grosso modo, qu'un MacBook Neo. Qu'est-ce que ça donne en termes de GPU, toujours sur Geekbench, Didier? Sur Bah Vital. écoute, voilà, là, c'est sûr que ça va pas faire de miracle. On est en dessous d'un M1 aussi. En fait, en plus, on a une puce bridée. C'est-à-dire que par rapport à l'iPhone, il est encore moins rapide. Donc, Il a un cœur en moins. Ouais. voilà, il a un cœur en moins. Ça, c'est justement, ça permet à Apple d'avoir des puces gratuites, parce que c'était les puces déchets, en fait, finalement, qu'ils réutilisent ici. Donc, c'est vrai que le moindre MacBook Air M1, même M2, et alors là, effectivement, le M5, il est au minimum 2 fois plus rapide. Faut savoir que le MacBook Air, ça n'a jamais non plus été des super machines pour le jeu. Mais c'est vrai que, voilà, avec le M5, tu peux arriver à jouer à peu près aux jeux récents, alors que sur le Neo, bah, c'est pas terrible, quoi. Vraiment, t'as pas grand-chose. Enfin, t'as les jeux un peu classiques qui vont tourner, tu vois, un peu même des jeux comme StarCraft quand j'ai plus de 13 ans, ça va si t'as pas trop d'unités à l'écran, mais après ça rame. Minecraft, ça va passer, tu vois. Mais tu veux jouer à n'importe quel jeu un peu costaud, c'est pas possible, quoi. Enfin, ou alors tu vas jouer dans des très mauvaises conditions. Christophe, tu as Dans les longuement tests qu'on testé avait le MacBook Neo sur les jeux dans une précédente Ouais, émission, c'était ça. justement. Quel est ton sentiment? Le jeu, c'est quand même un argument important pour convaincre des étudiants, même s'il n'y a pas forcément joué à des jeux AAA, mais ça tournait relativement bien, les jeux AAA que tu avais testés, je crois, de mémoire. Oui, quand on a essayé sur le Neo, on a quand même essayé Crimson Desert, par exemple, qui est le dernier AAA à la mode. Ça tournait. Maintenant, comme le disait Didier, il faut être sur des résolutions basses. Mais comme l'écran n'est pas très grand, c'est pas très grave d'avoir une résolution qui est basse. Donc malgré tout, ça fait tourner avec pas toutes les options, tu vois, pas toute la granularité que tu peux avoir, l'anti-aliasing, etc., que tu peux avoir, ou tout le ray tracing que tu peux avoir sur certaines machines, sur un Mac Studio par exemple. Mais par contre, ça peut être un Mac d'appoint pour le gaming, qui fait quand même tourner Resident Evil, qui fait les différents Resident Evil, qui fait tourner, comme je le disais, en fait, Crimson Desert, etc., et qui fait aussi tourner tous les petits jeux d'Apple Arcade. Donc ça peut quand même être un Mac sympa. Après, très certainement pas sur du très long terme. Dans 4 ans, on se redonne rendez-vous, et j'imagine en fait que les AAA ne tourneront plus correctement sur le MacBook Neo, mais aujourd'hui, il est encore possible de lancer un AAA sur le Neo. Donc tu es parti en Chine, donc tu as fait pas mal de montage vidéo. Tu t'es amusé à faire du montage sous Final Cut sur DaVinci Resolve, aussi bien sur le MacBook Air M5 que sur le MacBook Neo. Quel est un petit peu son sentiment? Évidemment, je pense que le MacBook Air va être beaucoup plus à l'aise, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec un Neo en matière de vidéo? On sait que pour Mac Forever, tu fais énormément de contenu pour les réseaux sociaux. Ça pourrait faire l'affaire, tu penses, sincèrement? Bah, en fait, j'ai vu plein de gens qui disaient, ah, mais c'est incroyable cette machine, on peut monter, regarde, tu mets 4-5 vidéos 4K HDR et ça tourne. Et c'est vrai, en fait, pour faire du cut et du montage, franchement, c'est une machine qui est super. Et en fait, les limites, tu les vois à 2 moments, quand tu commences à mettre des effets. Et là, vraiment, j'avais fait des démos là, dans la vidéo pour aller voir si vous voulez. Tu parles du MacBook Air, là, pas du MacBook Neo. Non, enfin, surtout le Neo là. Tu vois, tu parles du Neo, d'accord. Le Neo, en fait, on peut vraiment faire du montage avec en 4K avec plusieurs vidéos en multicam. Donc il y a vraiment, en fait, on a une puce qui est quand même bien puissante, quoi. Mais par contre, c'est vrai que dès que tu mets des effets, tout de suite, ça va ramer. Donc il va falloir faire des précalculs, etc. Et surtout, une fois que tu as fait ton montage, en général, tu l'exportes. On voit les chiffres. Donc si tu fais... Voilà, et c'est vrai que les différences sont assez énormes. Ça peut être 2 à 3 fois ou 4 fois plus lent qu'un MacBook Air, par exemple. Donc des vidéos pour alimenter des réseaux sociaux, on a besoin d'aller vite, juste du titrage à la CapCut, en Final Cut ou sur DaVinci Resolve, le MacBook Neo, il fait l'affaire.
À condition bien d'avoir sûr. un bon disque dur quand même pour stocker tes vidéos, parce qu'à 256 Go, je te souhaite bien du plaisir. Oui, hein. mais bon, pour faire des réseaux, voilà, tu peux te débrouiller un petit peu. Mm. Tu sais qu'il y a CapCut qui tourne sur Mac, hein, il y a plein de gens qui l'utilisent maintenant non, mais je pense que ça peut suffire largement. Mais c'est vrai que voilà, après, si tu commences à faire ça un peu de façon, on va dire semi-pro, c'est vrai que tu peux, ça peut vite être un peu agaçant d'attendre tout le temps tes exports et tout. Mais voilà, là, on parle, tu vois, si tu fais une vidéo de 1 minute 30 pour les réseaux, au pire, ça mettra 3 minutes à exporter, donc c'est pas très grave. Mm. Mais si sur le MacBook Air, ça met genre 20 secondes, bah, au bout de 10 vidéos, tu vois, ça commence un peu. Ouais. Voilà, mais en fait, c'est toujours pareil. Nous, par exemple, les vidéos qu'on fait, ce serait impossible de les faire sur le MacBook Neo, quoi. Ouais, 2 heures de on- refait le Mac à encoder, ça doit Ouais, être ouais. un peu compliqué. Non, Tu as également fait quelques tests sur DaVinci Resolve, plus peut-être pour le comparer au MacBook Pro M5 pour voir la différenciation. On sait qu'on l'a dit en préambule qu'Apple essaie de monter en gamme avec le MacBook Air. Tu as vraiment vu des différences par rapport au MacBook Pro sur DaVinci notamment, ou même sur Final Cut? Alors, en fait, ouais, sur la vidéo, il y a deux choses. Tu as ce qu'on appelle les moteurs d'encodage. Apple appelle ça les Media Engine, mais en gros, c'est voilà, des petites puces hardware qui vont aller encoder tes vidéos. Et en fait, ça, c'est vrai que plus tu montes dans les machines Pro, tu vois, Pro Max notamment, plus tu vas en avoir. Mais celles de base, elles sont OK, mais elles sont quand même pas vraiment faites pour ça. Et sur le Neo, comme c'est une puce d'iPhone, c'était pas vraiment prévu pour exporter dans plein de formats, tu vois, le ProRes, tout ça. Donc, dès que tu fais des tests comme ça, il se fait complètement exploser. Et le MacBook Air, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une machine, elle a la puce de base, donc elle n'a pas tous les Media Engine qu'on va avoir sur des MacBook Pro. Ou, voilà, même, en fait, un M4 Pro va être plus rapide qu'un M5. Ouais. Faut le savoir. Donc, vaut mieux, à la limite, prendre même un M3 Max que tu vois un M5 si tu fais de la vidéo. Parce que vraiment, ces Media Engine, en fait, c'est le cœur Ok. voilà, de tout ce que tu fais en vidéo. Mais encore une fois, là, on parle quand même de choses où. Voilà, il faut être quand même assez exigeant pour voir un peu ce genre de différence. Si tu fais des petits réseaux sociaux, c'est pas très grave, quoi. Et puis, on termine par la bonne surprise concernant le MacBook Air et la vraie point de différenciation en termes de perf. On parle beaucoup de la puce, mais la vraie différence, c'est la vitesse du SSD. Il n'y a plus de SSD bridé sur les MacBook Air, hein, c'est fini. Ça, c'est bien. Tu vois, ils ont augmenté la taille et en plus, ils ont donné des puces assez rapides. Donc, ça, c'est vrai que ça joue. Et ça joue aussi si tu n'as pas assez de RAM. Si tu n'as pas assez de RAM, il va swapper. Donc, il va utiliser le SSD comme de la mémoire. Et du coup, tu auras plus de réactivité finalement avec un SSD rapide. Donc, le Neo, lui, il a moins de RAM, un SSD moins rapide. Donc, quand tu swaps, c'est plus lent. Donc, effectivement, c'est pour ça Les qu'on arrive à écarts sont avoir des fois. importants. Les écarts sont Bah, importants. hein. J'avais montré un truc comme ça, si tu fais du Canva, je sais que les jeunes ils font vachement ça. Canva, c'est quand même assez exigeant sur le web, quand tu fais des gros graphismes et tout. Et quand tu faisais défiler nos projets Canva, tu avais un petit temps que les images s'affichent, tout ça. Ça, c'est lié à ça en fait. Le SSD plus le fait de pas avoir beaucoup de RAM. Et pour terminer au registre des performances, on va s'intéresser au Wi-Fi. Le MacBook Air M5 est le premier MacBook Air équipé de la puce Wi-Fi 7. Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler vraiment un Wi-Fi 7, Didier. Alors que le Neo, lui, ça reste en Wi-Fi 6 et pourtant les écarts ne sont pas si énormes. hein. Comment tu peux expliquer ça? Non, c'est quasiment les mêmes résultats, parce que le Wi-Fi 7 d'Apple est toujours pas du vrai Wi-Fi 7. En fait, ils ont un Wi-Fi 7 qui est, on va dire, ils respectent la norme, mais la plus basique, alors que en fait, le Wi-Fi 7, l'intérêt, c'est d'avoir en fait plus de bandes passantes. Et là, ils en profitent pas. Et du coup, finalement, on a les mêmes débits, ce qui est un peu moins. Enfin, c'est déjà des débits très corrects. hein. En fait, c'est bien que sur le Neo, il y ait du 6E. Ça, c'est lié à l'iPhone, qui avait besoin effectivement de Wi-Fi rapide, donc on hérite de ça. Mais c'est vrai que là, ce MacBook Air, il est un peu décevant finalement. C'est surtout lui qui est décevant. Parce que sur PC, sur Android, maintenant on a quand même des machines qui vont 2 à 3 fois plus vite sur le Wi-Fi. Et c'est vrai que tu dis Apple, tu vois, ils vont commencer à faire leur propre puce maintenant sur toute cette partie-là. Et là, ils sont clairement en retard. hein. Allez, on arrive tranquillement à la conclusion de cette émission par ce dernier chapitre, tout simplement. Lequel choisir? Lequel choisiriez-vous, les amis, au terme de cette émission, par rapport à tout ce qu'on vous a dit en termes de perf, en termes de rapport qui a été pris, en termes de design? C'est la vraie question. On a fait le tour des specs, des benchmarks, des usages réels. Alors, est-ce que vous choisissiez MacBook Air M5 ou MacBook Neo? On commence avec Christophe. Typiquement pour une machine de tous les jours, qui n'a pas énormément besoin de puissance, qui va faire un peu de vidéo. Voilà, évidemment, si tu fais du Didier Policani, il te faut un MacBook Pro M5. hein. Oui, on aurait, tu vois, tendance à utiliser cette fameuse expression et de dire montre-moi ton Mac et je te dirai qui tu es. Et en fait, pas du tout. On peut le prendre à l'inverse, en fait, et plutôt
Quel talent. On pourrait le prendre à l'inverse et dire plutôt, dis-moi qui tu es et je te dirai quel Mac prendre. Et tu l'auras compris, Olivier, par rapport à mes différentes interventions durant l'émission. Moi, je pense que tout est une question de besoin et tout est une question d'utilisateur. À Didier, je ne vais pas lui conseiller un MacBook Neo, ou en tout cas pas pour tous ses usages. Par contre, effectivement, à un étudiant qui va en auditoire à l'université, c'est l'idéal parce qu'il pourra faire un peu de jeux vidéo, il pourra faire un peu de montage, comme on le soulignait sur CapCut par exemple, il pourra écouter sa musique, et tout ça sur un écran qui malgré tout est sympathique et avec quelque chose d'hyper léger et qui ne coûtera pas cher. Et bon, s'il le perd, effectivement... Didier parlait de deuxième machine tout à l'heure, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement... Oui. Alors, pour être tout à fait franc, moi, je vais d'office prendre un Mac Neo, un MacBook Neo en plus de mon Mac Studio et de mon MacBook Pro qui m'accompagnent tous les jours parce que, le MacBook Neo est vraiment une super machine en fait, quand tu dois aller en réunion, par exemple, pour ne pas prendre le 16 pouces, comme tu le soulignais, Olivier. Ouais. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, on fait tourner des outils d'intelligence artificielle avec des agents d'automatisation, par exemple, en fait, qui doivent tourner une partie de la journée. Et c'est vrai qu'on peut très bien dédier un MacBook Neo qui n'est pas très cher à ce genre d'usage. Donc, moi, j'aurais tendance à aller vers un usage d'un MacBook Neo comme un second ordinateur qui me permet d'avoir plus de confort pour un prix qui, somme toute, est bien moins cher que simplement même un iPhone. Tu vois. Ouais, mais plutôt un 512 Go voilà. Et Touch ID, on est d'accord. Oui, tout à fait. Didier, après on va passer la parole à Stéphane et à Laurent. Mais d'abord Didier, je pense que ça a transpiré ton choix. Non mais en fait moi il me fallait une deuxième machine parce que je voyage énormément maintenant et c'est vrai que je suis souvent dans les transports et le MacBook 16 pouces il est vraiment trop lourd, donc on peut tout faire avec mais il est vraiment trop lourd. Et du coup je me suis dit tiens c'est le bon moment là, l'iPad en fait pour l'instant j'avais un iPad mais l'iPad il est très limitant, c'est-à-dire que je galère vraiment, tu sais, rien que pour mettre des images dans mes news et tout, je galère quoi. Donc je suis pas assez productif avec cette machine, c'est dommage parce que j'ai vraiment essayé, tu vois ça fait 1 an et demi que je l'ai et c'est très frustrant. Et du coup je me dis bon il faut que je revienne à un Mac et donc j'ai vraiment emmené les deux, je les ai utilisés au coup par coup, donc c'était rigolo. Et j'ai vraiment hésité en fait, parce que je me suis dit, bon, comme disait Christophe, tous tes accessoires Thunderbolt, t'en as pas besoin en mobilité, etc. Mais j'ai quand même eu des moments où ça m'a un petit peu saoulé. Le clavier qui est pas rétroéclairé dans l'avion, tu vois, des fois tu cherches un peu tes touches, des symboles, des machins. Il y a aussi le fait que c'est limité en port, donc plusieurs fois je devais importer des vidéos et puis je devais, tu vois, j'avais qu'un port pour apporter les vidéos, donc il faut faire un par un. Enfin, plein de petites choses comme ça, un peu casse-pied, où c'était un usage un petit peu plus que le truc basique, c'est un peu frustrant. Et je me suis dit, bon, le MacBook Air, je vais le garder des années. Et du coup, là, tu vois, par exemple, là, je fais l'émission avec le MacBook Air M5 et j'ai pu tout brancher. Donc, voilà, là, je peux faire par exemple, des visios un peu costauds avec un boîtier et tout. Donc, et c'est une machine. Ouais, et puis c'est une machine très puissante. En fait, il y a eu un vrai glissement de gamme maintenant. C'est un mini MacBook Pro, le MacBook Air, en fait. Et vraiment, il manquerait pas grand-chose pour que ce soit un MacBook Pro, tu vois. Donc, c'est vrai que tu lui mettrais un petit ventilateur et tout, ce serait top. Mais je trouve qu'aujourd'hui, la gamme, elle est plutôt pas mal. Et finalement, ce MacBook Air, c'est une meilleure machine pour les gens comme nous. Mais bon, je pense que j'aurais pu quand même le faire avec le MacBook Neo au prix de quelques frustrations, quoi. Stéphane, MacBook Air ou MacBook Neo? Toi, tu as fait le choix du MacBook Pro M5. Oui. Est-ce que c'est pas un peu dimensionné pour toi aujourd'hui? C'est très bien et je suis très content. Vous avez compte pourquoi? Parce que mon usage, il est là. En fait, 80% des usages classiques, la visioconf, faire regarder, scroller indéfiniment sur les sites internet et autres, faire ses mails, faire du Word et compagnie, ça c'est quelque chose de relativement simple. Je pense que le Neo est parfait pour ça. Néanmoins, moi, c'est vrai que moi je fais tourner des modèles sur mes machines et si j'ai pas ces ordinateurs de bureau, tu as besoin de les amener avec toi. C'est mon ordinateur, le 16 Pro. Donc en gros, moi c'est vrai que j'ai besoin visiblement de 16 Go, j'en ai 32 là-dessus et au moins je sais que je suis. Tu vas être un peu embêté. Là, c'est sûr que quand je passe au Neo, je suis un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que pour moi, s'il y a à choisir entre les deux et que si je devais choisir une machine, le R serait bon parce qu'on ne peut pas upgrader le Neo en giga. Ah non, ça, en RAM, pardon. Aucun ne peut être upgradé. Donc pour moi, c'est ça. Mais c'est vrai que, je le répète, pour 599 €, si on est étudiant... Oui, 100 € de moins. C'est quand même un appareil qui est inégalable. Et ils vont peut-être pas tous tourner des modèles d'IA. On est d'accord.
Voilà. Donc toi, c'est plutôt MacBook Air ou un MacBook Pro. Laurent, Je suis très très embêté parce ben que oui. je suis très très embêté parce que On se souvient que lors de tes tests, toi, tu travailles énormément avec du cloud, avec Ouais. énormément d'onglets Chrome ouverts. On avait ouvert, je sais pas, plusieurs dizaines d'onglets Chrome comme sur ton MacBook Pro et tu n'avais pas réussi à mettre à genoux le MacBook. non, je l'avais pas, Comment je l'avais pas plié. Ça m'avait assez surpris. Et tu vois, je me posais la question de me dire, est-ce que tous les jours quand je sors, j'ai besoin de mon MacBook Pro, tu vois, en mobilité finalement. C'est pas le modèle le plus encombrant, mais quand même. Non, mais tu vois, je me pose la question de me dire, est-ce que finalement, je peux pas me gagner 500 ou 800 grammes, tu vois, en moins. Et là, Et la tranquillité d'esprit, c'est qu'ici. ouais, mais c'est toujours la même chose. Mais Mais la tranquillité d'esprit, c'est à un moment donné, la tranquillité d'esprit, je sortais avec l'iPad et avec un carnet, un stylo. Non, mais l'iPad, mais j'ai toujours incarné un stylo. Ouais. Mais avec l'iPad Ah et ouais le. Ouais. Ah ouais, moi, Ouais, j'ai toujours incarné un stylo dans mon sac. À l'ancienne. Je vais même te dire mieux, j'ai 2 carnets de stylos. J'ai un petit carnet, si tu vois, à un moment donné, une fulgurance. Mais rappelle-moi, Et- l'iPad, il est toujours tactile. L'iPad, il est tactile, ouais. Et il faut qu'il soit tactile, sinon Christophe, c'est ma ça. nièce, l'iPad, il est elle peut tactile, pas hein. cliquer dessus. Oui, Quoi. oui, l'iPad est Mais Exactement, oui, non, c'est donc très je pense important que en fait. je Vraiment, pense que la tablette, elle doit être tactile Elle parce doit que être sinon tactile. ça marche pas. Et je pense que si je devais me laisser tenter, je crois que je ferais soit un Mac Mini à la maison, ok, qui serait une machine, tu vois, ou un Mac Studio et un Air, soit un Pro et un Neo. D'accord. Tu vois, et du coup, je me dis peut-être qu'il faut que je passe prenne le Pro en grand et je garde le Neo en petit. Du coup, il y a un vrai décalage Vraie entre gamme. les deux. Tu vois, où tu te dis. Et en ce qui me concerne, moi, ce serait MacBook Neo. Je trouve que c'est un rapport qualité-prix inégalable, aussi bien dans l'univers Mac que dans l'univers PC. Je pense qu'ils vont, enfin, on le dit à chaque numéro, hein, faire un carton énorme. Je pense qu'ils vont même avoir du mal à répondre à la demande, mais passons. Parce que comme l'a illustré Didier, c'est des puces qui sont reconverties d'iPhone. Hein. C'est des, entre guillemets, des déchets de production d'iPhone. Que vu la demande, ça va être plus qu'un best-seller. La vraie question, c'est la durabilité de ce produit. Mais on sait que c'est un environnement extrêmement stable, macOS aujourd'hui. Et même avec le giga de RAM, je pense que 3 ou 4 ans, ça fait largement l'affaire. L'année prochaine, on devrait avoir la version de 12 Go, parce qu'on devrait hériter de la puce de l'iPhone qui héberge aujourd'hui l'iPhone Pro 17 Pro 12 Go. Ça devrait être déjà un peu plus confortable, mais franchement, rapport qualité-prix inégalable. Pour Oui, conforter ce que tu viens de dire, là, je viens d'essayer de commander un MacBook Neo entrée de gamme. Il faut entre le 20 et le 28 mai pour être livré. 2 semaines à peu près, 2 Ouais. à 3 semaines. Ce qui est quand même Étonnant. pour un produit qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Ouais. Donc je pense qu'ils ont un beau succès. Voilà. Ouais. Et la rentrée universitaire le back to school n'a pas encore commencé aux États-Unis, ça promet. Allez, on passe à vos coups de cœur. Christophe, on commence avec toi. Alors moi, je suis tombé fou amoureux d'une marque là qui s'appelle Ugreen au niveau de ses NAS. NAS. Donc vous savez, les NAS, c'est les boîtiers que vous mettez sur le réseau d'une maison ou d'une entreprise pour pouvoir stocker vos données. Vous mettez des disques à l'intérieur et puis vous pouvez stocker des données et vous pouvez faire plein de choses avec, comme le fait, certains ont des fonctionnalités pour par exemple afficher les films sur une télévision et ce genre de choses. Et franchement, les NAS de Ugreen, c'est un peu la marque montante. Hein. Donc globalement, dans les NAS, il y a QNAP qui est connu, Synology qui est l'acteur majeur. Et puis aujourd'hui, on a Ugreen qui est en... pardon ? C'était la référence, oui. Synology. Oui, exactement. Et puis aujourd'hui, on a Ugreen qui est vraiment la marque montante au niveau des NAS. Et je me suis dit, on a l'habitude de Synology, etc. Je vais essayer Ugreen chez moi. Et donc, j'en ai acheté un. Moi, j'ai acheté le DXP 4800 Plus, dans lequel tu peux mettre 4 disques. Et donc, ça me sert, par exemple, à mettre, tu vois, toutes les vidéos que je fais, etc., de mettre les rushs, de mettre un peu tout ça. Quand on fait des lives pour ORLM, d'avoir tous mes fichiers dessus. C'est vraiment hyper pratique. La gamme des NAS Ugreen commence à partir de 200, un peu plus de 200 €. Donc, c'est quelque chose qui reste malgré tout accessible. C'est super joli en termes de design. Tu as presque l'impression que ça pourrait être fait par Apple. Donc, c'est vraiment super. Ils ont 2 gammes, DH et DXP. Donc, DXP, c'est un peu la gamme un peu au-dessus. Et franchement, je suis tombé amoureux de ces NAS. À savoir aussi que certains de leurs NAS ont un port HDMI. Et donc, tu peux les mettre en dessous, les positionner en dessous de ta télévision.
brancher l'HDMI et directement tu as le mode cinéma, tu vois, qui s'affiche, où tu peux sélectionner tes films de famille par exemple que tu aurais sur ton NAS. Donc c'est vraiment top de chez top. Je le conseille vraiment beaucoup. C'est top. Merci Christophe. Didier, cette semaine, quel est ton coup de cœur? Alors, j'ai un coup de cœur qui ira très bien avec nos MacBook Air et MacBook Neo. Regarde, c'est tout petit, c'est orange. C'est la même couleur que les iPhones, voilà. Et en fait, ça, c'est un chargeur de 45 watts. Donc, c'est pas mal. Hein, pour le Neo, ça suffit, par exemple. Et en fait, il y a un petit écran dessus qui te met la puissance que ça prend aussi. Donc, le port USB, il est juste au-dessus, comme ça. Et t'as aussi un mode, alors ça, c'est utile pour l'iPhone, où tu peux le faire charger lentement, pour pas que ça abîme la batterie la nuit, notamment. Il dit aussi si le truc chauffe ou pas. Bon, je sais pas si c'est bien de mettre encore plein d'électronique dans ces chargeurs, mais en tout cas, il est hyper pratique. Moi, j'utilise vachement en voyage. J'avais la version avant sans écran, donc c'est Anker. Et voilà, Anker là, qui fait ça. Je sais pas si on le voit sur le côté. Et là, donc, ils ont une version avec écran. Je sais plus le prix de ça, mais ce qui est cool, c'est qu'ils l'ont décliné dans toutes les couleurs de l'iPhone. Donc, c'est assez pratique. Et puis, mon deuxième petit coup de cœur, alors il y en a, je crois qu'il y en a que quelques-uns en France pour l'instant. C'est des cartes de 2 Tera en micro SD. Wow. Donc, si vous faites par exemple, c'est Lexar qui fait ça. Lexar, ils ont battu pas mal de records ces dernières années. D'ailleurs, j'ai même fait une petite vidéo parce qu'on est allé visiter leurs usines en Chine là il y a quelques semaines. Et en fait, ils essaient de se positionner un petit peu là sur le haut de gamme, sur les créateurs. Et si vous utilisez par exemple les Insta360, voilà, toutes les caméras qui sont très très exigeantes maintenant en termes de vitesse et surtout de stockage, bah là, tu vois, tu es à 255 en lecture, 180 en écriture et surtout 2 Tera, vraiment, ça te permet de pas changer ta carte tout le temps. Donc ça, je l'ai pas encore testé, hein, mais juste pour montrer un petit peu, ils ont le record de ça, Lexar. Et c'est des Chinois. Tu vois, avant la mémoire, c'était fait un petit peu plus, voilà, en Corée, Taïwan. Maintenant, les Chinois, ils commencent à faire des trucs vachement bien, quoi. Merci Didier. Stéphane, ton coup de cœur cette semaine? Moi, j'essaie d'aller assez simple. Je prends 2 comptes Instagram indispensables si vous voulez connaître tout ce qui se passe quasiment en temps réel sur l'intelligence artificielle. Ce sont The Artificial Intelligence. Il y aura le lien de toute façon dans la description. Et surtout evolving.ai. Inscrivez-vous à la newsletter également. Vous allez être au courant vraiment en temps réel. Il n'y a pas d'autre mot. Et ils sont vraiment formidables. Voilà. Merci Stéphane. Laurent, ton coup de cœur, pardon. Écoute, tu vas voir que c'est un coup de cœur qui me coûte, hein, mais me coûte. Mon coup de cœur, c'est. Il est à Ajaccio Ouais. Ah merde. Non. Ouais. Ah mince. Waouh. Ça montre que tu as beaucoup de goût. Non, j'ai passé quelques jours à Ajaccio et je me suis régalé. Ouais. Ah, non, c'est pas vrai. Ouais, non. Mais les gens, tu remontes plus jamais à Bastia, là, c'est fini. Bah là, tu as un problème là quand même. Non, je vais arrêter de dire du mal d'Ajaccio. Ah, très bien. Arrêter de dire du mal d'Ajaccio. En fait. Non, la ville est sympa. Il y a, bon, sympa. Non, plus belle ville du monde. Non, Bastia est plus joli qu'Ajaccio. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Il y a trop d'immeubles, il n'y a pas autant de cas. Bon, allez, enchaîne. Qu'à Bastia. Mais bon, vous avez un truc qui est sympa, c'est votre télécabine qui s'appelle Angelo. Ouais. Et Angelo, alors bon, le parcours est un peu atypique. C'est décrié. Hein, c'est décrié, mais par contre, c'est très agréable. C'est-à-dire que je me suis retrouvé par le plus grand des hasards à mes avis. Donc j'ai jeté la voiture. J'ai dit, mais comme c'était la fin du téléphérique, j'ai sauté dans le télécabine et j'ai fait un aller-retour pour 5 €. Tu te fais 12 minutes. Magnifique vue et panoramique. tu as sur le une vue panoramique sur Ajaccio. Donc je dis, s'il y a des gens qui vont à Ajaccio cet été, et en plus, il n'y a quasiment personne donc, qui l'utilise, ça vaut le coup de le prendre soit en bas, de monter de demi-tour, parce qu'il y a une vue sur les hauteurs d'Ajaccio et sur le golfe, à l'aller comme au retour, qui sont exceptionnelles. Pour 5 €, c'est franchement un truc. Là, après, ce que moi j'aurais fait, c'est que je ne l'aurais pas fait s'arrêter à Saint-Joseph en bas, je l'aurais fait continuer jusqu'à, je ne sais pas, là, comment s'appelle la place où il y a la Laetitia, là. Laetitia, jusqu'au bout. L'ancien hôpital du côté de... Oui, sur le port, jusqu'au port. Donc, j'aurais longé tout le port. Tu voulais le... Oui, bon, moi je l'aurais fait monter. Mais non, tu fais longer tout le port, du coup, tu couvres toute la ville. Mais c'est très, très agréable. Il est mûr pour travailler pour France 3 Corse, mais en attendant, on refait le Mac. Merci pour ce coup de cœur, ça me fait plaisir que tu parles de ma ville natale. De mon côté, c'est un coup de cœur bien plus terre-à-terre, beaucoup moins en altitude, quoique c'est la dernière station de recharge de nos amis d'Extreme Mac, qui s'appelle la X Station Pro. C'est une version plutôt premium,
regardez, assez portable, avec des matériaux nobles, regardez, de l'aluminium, de l'inox, et 2 chargeurs à induction rapide, jusqu'à, je peux dire de bêtises, 15 watts pour l'iPhone. C'est la version de base, en bas, c'est pour charger évidemment vos AirPods si c'est le cas. Et puis ici, vous avez, regardé, hop, qui se déploie, le petit chargeur d'Apple Watch. Ça coûte 99 €. X-Station Pro d'Extreme Mac qui est disponible. C'est vraiment de la belle ouvrage, c'est vraiment une super qualité de fabrication. Il n'y a pas d'alimentation électrique dans la boîte, mais aujourd'hui, c'est plus un problème. X-Station Pro d'Extreme Mac. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Très heureux d'avoir pu tourner cette émission. J'ai cru qu'on aurait eu beaucoup de mal à la tourner cette semaine. Quand on te dit au téléphone que tu discutes avec des youtubeurs, tu discutes avec des gens de chez Google, de chez YouTube, ils disent, vous savez, monsieur Frigara, ça va prendre plusieurs semaines avant de rétablir la chaîne, et que plusieurs semaines, tout ça va va bien. être compliqué. Tout va bien. En tout cas, merci de vos messages de soutien, merci d'être aussi présent d'année en année. N'hésitez pas à checker si vous êtes toujours abonné, encore une fois, parce que ça a mis un joli bordel dans notre chaîne YouTube, ce bannissement provisoire du site de Google. Et on est très content d'être là à nouveau et continuer cette belle aventure avec vous. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci encore pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, on va faire le portrait robot des prochains iPhones. On parlera notamment des iPhone Fold. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas le petit pouce, la petite cloche. Et ça fait toujours plaisir, le petit bouton pour vous abonner. Merci Christophe, merci Didier d'être présent. Merci Stéphane, merci Laurent. Et merci à l'équipe. Est-ce qu'elle est en régie, l'équipe? Est-ce qu'on peut la voir? Non, je ne sais pas. Oui, elle est là. Merci à vous les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.